Jean-Daniel Reinhorn. Je suis professeur de santé internationale et d'action humanitaire pendant de longues années à l'Université de Genève, où j'étais le directeur du Centre d'études et de recherche en action humanitaire. Et puis, comme officiellement l'âge venant, on m'a mis à la retraite, je poursuis donc mon activité dans différentes universités. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un livre qui est à la fois comme une histoire d'amour, mais aussi l'histoire d'un cri, l'histoire d'une révolte, l'histoire d'un groupe d'intellectuels et d'acteurs de terrain pour lesquels, depuis le séisme, plus rien n'est comme avant. Cette histoire de ce livre a débuté avant lui. Il est d'abord l'histoire d'une solidarité universitaire entre l'Université de Genève et l'Université d'État d'Haïti. Une histoire qui a conduit ces deux universités à construire des enseignements et pour vous dire combien quelquefois l'intuition pèse lourd dans nos consciences sans que nous le sachions vraiment, l'enseignement que nous avons monté entre l'Université de Genève et l'Université d'Haïti s'appelait « Prévention et gestion des risques et désastres ». Et ça datait avant même les cyclones et avant même le séisme. Je fais référence, malheureusement, à Claude Trépetit, qui n'est pas là aujourd'hui, et qui, comme vous le savez, 4 semaines exactement avant le 12 janvier, avait été interviewé dans le Nouvelliste et avait dit « Nous vivons sur une bombe à retardement, il va y avoir un séisme, et s'il y a un séisme, nous ne sommes tellement pas prêts qu'il y aura des milliers de morts. » Dans nos inconscients, il semble que l'idée d'un événement majeur était déjà présent. Ce qui veut dire que, à la suite du séisme, la question très vite posée de la reconstruction, de la refondation, mais aussi d'un sentiment très largement partagé que plus rien ne devait être comme avant, il fallait que cet événement marque l'histoire de ce pays et de cette population comme un événement qui allait permettre d'ouvrir des portes qui restaient jusqu'alors bloquées. Ceci a conduit à ce que le 12 janvier 2011, c'est-à-dire un an après le séisme, nous avons organisé à l'Université de Genève un grand colloque international dans lequel sont venues de très nombreuses personnalités haïtiennes pour, pendant 3 jours, discuter de la reconstruction, refondation d'Haïti. Ça a été tellement riche, tellement émouvant. Les larmes ont coulé. Pour une fois, ce n'était pas le sang qui coulait. Les idées ont fusé. Et au bout de 3 jours, on s'est dit, mais il ne faut pas perdre tout ça. Et de là est née l'idée d'un ouvrage qui serait une contribution, et ça fait maintenant 3 mois que cet ouvrage est publié, et il est déjà dans les lieux de débat sur comment faire évoluer une situation qui jusqu'alors était bloquée. Qui peut le faire? Il y a un sentiment très fort et je crois assez justifié en Haïti d'une faillite de l'État haïtien. Il y a en même temps une demande d'État en Haïti qui est très forte. Cette demande d'État, elle n'a pas trouvé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré l'espoir qu'a représenté Aristide pendant quelques années, elle n'a pas encore trouvé les hommes et les femmes qui étaient capables de les porter. Alors, l'idée était la suivante.
finalement, il y a trois types d'acteurs en Haïti. La société civile haïtienne, ses intellectuels et un certain nombre de ses acteurs responsables d'activités, en particulier de développement importantes. La diaspora haïtienne, que vous représentez ici, mais qui se trouve aussi au Canada, en République dominicaine, en France, en Suisse, bien sûr. Et puis, le monde des chercheurs et le monde de l'action humanitaire et des institutions d'aide internationale qui travaillent avec Haïti. Nous avons souhaité donc mettre en dialogue ce que nous avons appelé, d'un mot anglais qui est utilisé par les psychologues, trialogue, qui n'existe pas dans la langue française, trois acteurs qui parlent en même temps autour d'un même sujet. C'est ça l'esprit du livre. De ce trialogue doit naître de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets qui peuvent attirer l'attention, voire même faire débat avec ceux qui finalement décident, c'est-à-dire d'un côté un certain nombre de responsables nationaux, les politiques, et de l'autre côté des institutions gérées par ce qu'on appelle la gouvernance internationale, c'est-à-dire essentiellement le comité intérimaire pour la reconstruction d'Haïti et les organisations autour des Nations Unies et de la Banque mondiale. Mettre ensemble tous ces gens nous est apparu comme une étape préalable indispensable si on ne voulait pas que d'un côté on se lance dans des initiatives top-down, sorties de quelques cerveaux à l'intérieur de bureaux quelque part à Washington, et que de l'autre côté, on ajoute de nouvelles déceptions à un certain nombre de déceptions déjà au cours de l'histoire récente d'Haïti. Parce que finalement, Haïti, c'est un pays qui n'a pas encore, malgré un certain nombre d'événements tout à fait positifs, réussi ce qu'on appelle sa transition démocratique. C'est un pays qui s'est donné des outils pour le faire, mais qui n'a pas encore trouvé les hommes et les femmes capables de le porter. Alors ce livre, c'est une contribution à ce débat. Pour vous donner envie de le lire, je vais très vite vous dire comment il a été construit. D'abord, et c'est ce qui lui donne toute sa force politique, si vous l'avez feuilleté, vous avez vu que les deux femmes, on va dire, parmi les plus éminentes, sinon les deux femmes les plus éminentes d'Haïti, l'introduisent et le concluent. Michaël Jean a accepté d'en faire la préface, Michel Pierre-Louis a accepté d'en faire la postface, pour montrer la très grande importance que deux femmes en position de visibilité internationale extraordinaire, les deux femmes les plus connues dans le monde pour représenter Haïti, disent combien cet ouvrage a de l'importance aujourd'hui dans le débat. Ensuite, nous avons essayé de tirer les leçons de cet ensemble de désastres, même si le choléra est peu présent dans ce travail, mais j'aurai l'occasion mercredi soir de revenir longuement sur la question du choléra et toutes les questions que cette épidémie pose dans la société haïtienne et dans ses relations avec le monde international. Donc, dans une première partie, nous avons fait la situation d'Haïti à la fois historique, c'est un autre trésor national, Suzy Castor, qui a bien sûr pris sa plume pour replacer le séisme dans l'histoire d'Haïti, et puis d'autres encore pour dire, voilà, quand le séisme est arrivé, voilà où on en était. Crise sociale, crise économique, crise politique, crise morale, mais en même temps,
des initiatives, mais en même temps un désir de changement. Dans une deuxième partie, nous sommes intéressés, c'est-à-dire plusieurs auteurs ont essayé de comprendre pourquoi cette image d'Haïti dans les médias. Pourquoi, si je le résume, un séisme se produit, qui est l'une des plus grandes catastrophes de l'humanité depuis un siècle, et que la première image qui sort dans les médias, c'est Haïti, pays maudit. Pas Haïti, société en évolution, en dynamique, qui doit faire face à une catastrophe, mais quelque chose qui serait tombé du ciel comme si la société haïtienne devait payer une faute. Et donc nous avons demandé à un certain nombre de journalistes haïtiens, de la diaspora ou en Haïti, et des chercheurs de relire la presse internationale, de revoir les images, de manière à évoquer concrètement et essayer de comprendre pourquoi les mots qui sont utilisés le sont spécifiquement pour Haïti et pas pour d'autres pays. Ce séisme serait arrivé au Sénégal, pays que l'on peut à bien des égards comparer avec Haïti, et d'ailleurs de l'île de Gorée en Haïti, il y a eu de nombreux bateaux. Ce séisme serait arrivé en Sénégal, jamais les mots qui auraient été utilisés n'auraient été les mêmes. C'est la deuxième partie de cet ouvrage. La troisième partie de cet ouvrage, c'est les acteurs qui se sont retrouvés sur le terrain tout de suite après le séisme. Un État quasiment absent, une énorme énergie, j'allais presque dire de voisinage, d'amitié, de réseau, de famille, et puis l'aide internationale et l'action humanitaire. Ce livre comporte des articles d'un certain nombre des principaux responsables de l'action humanitaire qui se posent la question de, mais finalement, l'action humanitaire en Haïti, c'est bien ou c'est pas bien? Et les mots que vous connaissez, comme République des ONG, que vous connaissez peut-être moins, comme impérialisme humanitaire, sont posés, analysés, pour montrer qu'aujourd'hui, certes, l'action humanitaire a apporté à manger, à boire, à avoir un toit provisoire, en espérant que le provisoire ne durera pas trop longtemps, mais fondamentalement, ce pouvoir parallèle qui s'est créé en Haïti est aussi un obstacle à l'évolution de la société haïtienne. La quatrième et avant-dernière partie, c'est la personne haïtienne dans cette nouvelle situation. À la fois un traumatisme considérable, 250 000 morts qui n'ont pas été enterrés rituellement, pas des funérailles avec leurs propres familles, qui n'ont pas été accompagnés dans un autre monde. Une société qui vit dans la culpabilité traditionnelle que nous éprouvons tous dans une situation de catastrophe, en particulier dans les conflits, où on se demande pourquoi l'autre, le proche, la famille est mort et pas soi-même. Aussi, la question des handicapés, la question d'une jeunesse qui a connu un traumatisme, on va dire à l'âge de l'adolescence, et qui se retrouve sans pouvoir aller à l'école, dans des camps, avec une vision du monde qui n'est pas la vision de la réalité, mais une vision transformée. Cette quatrième partie cherche à comprendre, en particulier dans le domaine psychologique, et donc à la fois individuellement et collectif, comment l'homme et la femme haïtienne vont pouvoir évoluer en portant sur leurs épaules cet événement considérable. Enfin, la dernière partie, plus, je dirais, classiquement sociale et politique, cherche, à travers un certain nombre de secteurs, la santé, l'éducation, l'État, à poser un certain nombre de problèmes liés à la reconstruction et à la refondation en Haïti.
Bien entendu, et cela je pense vous concerne beaucoup, la question de la diaspora est bien sûr posée. Voilà de 2 à 3 millions d'Haïtiens qui se retrouvent en dehors d'Haïti, qui se sont mobilisés de manière exceptionnelle à l'occasion du séisme et dans les mois qui ont suivi, et qui ne sont quasiment pas des acteurs de la reconstruction. Il y a là à se poser la question du point de vue de la diaspora, ce qui est fait, mais il y a aussi à se poser la question de cette ambivalence, cette résistance de la société en Haïti à ouvrir le pays à sa diaspora, mais c'est aussi à se poser la question de pourquoi l'aide internationale n'utilise pas les énormes ressources haïtiennes présentes en dehors d'Haïti pour contribuer à la reconstruction, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Je pense au Vietnam d'après la guerre, je pense à l'Arménie après son tremblement de terre. Il y a là de nombreuses questions autour de la diaspora qui sont aussi soulevées dans cet ouvrage. Voilà. Pour en terminer, je vous invite à vous approprier un certain nombre de ces idées qui circulent, qui tentent d'être analysées et explorées, parce que la question de la reconstruction est une question aujourd'hui qui n'est pas pour le futur lointain, c'est une question pour le futur immédiat. Et que nous tous qui sommes ici, nous avons tous notre rôle à jouer, quelle que soit la position que l'on occupe aujourd'hui. Merci beaucoup.